L'arbitre siffle à mi-temps, les deux équipes regagnent les vestiaires, mais dans le vestiaire, il se passe quoi en fait? Comment se passe une causerie à la mi-temps? Qu'est-ce que les entraîneurs disent? Qu'est-ce que les entraîneurs font? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur comment se passe l'entretien d'embauche d'un entraîneur, comment est-ce qu'on récupère d'une blessure au ligament croisé, et aujourd'hui j'avais envie de continuer un peu cette série-là où on se plonge dans les coulisses du football avec cette vidéo, comment se passe une causerie à la mi-temps, qu'est-ce qu'on fait en fait. Et une première chose qui est important de souligner, c'est que la causerie à la mi-temps, c'est à propos des joueurs, c'est pas à propos de l'entraîneur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, au niveau amateur, un entraîneur qui fait une causerie à la mi-temps passionné ou peut-être il vous gueule même dessus, il se prend pour un grand entraîneur, il est content, mais vous vous dites, mais ça ne nous a pas vraiment aidé, on n'a pas vraiment avancé dans notre cause. Et en fait, l'exercice qui consiste à parler à ces joueurs à la mi-temps, on va le voir, c'est un exercice qui requiert mine de rien un certain talent, une certaine sensibilité, il faut vraiment savoir lire le moment. Et la causerie de mi-temps, elle commence en fait 3-4 minutes avant la mi-temps elle-même. Mourinho il dit que 3-4 minutes avant la mi-temps, il sait déjà ce qu'il va dire à ses joueurs. Tout au long de la première période, il a pris des notes sur son carnet et il construit petit à petit ce qu'il va leur dire. De la même façon, vous avez les analystes vidéo qui sont tout en haut de la tribune et qui 3-4 minutes avant la mi-temps doivent avoir choisi les clips qui vont transmettre à l'entraîneur que celui-ci va pouvoir ensuite montrer à ses joueurs dans le vestiaire. Donc il y a tout un travail qui se fait où quand on arrive dans le vestiaire, on doit déjà avoir une espèce de dynamique enclenchée, surtout que le temps vraiment est très très réduit. Généralement, les 3-4 premières minutes de la mi-temps, il ne se passe pas grand chose du côté des entraîneurs. On laisse les joueurs respirer, on laisse les joueurs redescendre un peu au niveau des battements cardiaques. Il faut laisser aussi que les joueurs se parlent entre eux, qu'ils expriment leur point de vue. Il y a les physios qui vont rentrer dans le vestiaire pour s'occuper des joueurs, restrapper des trucs, faire certains massages. Les joueurs en profitent pour se changer. Ronaldo, il refait sa coupe de cheveux. Bref, les 3-4 premières minutes, c'est vraiment important de ne pas envahir comme ça l'espace des joueurs. Ensuite, vous avez parfois quelques minutes, ça dépend des entraîneurs, ça dépend de leur relation avec l'équipe, où ils écoutent les joueurs. Surtout, je pense, s'il s'agit de grands joueurs. Qu'est-ce que les joueurs ont à dire? Parce que finalement, c'est eux qui jouent le match, c'est pas l'entraîneur. Et c'est important d'avoir le ressenti des joueurs, de savoir comment est-ce que eux, ils vivent les choses sur le terrain. Mais ça, pas tous les entraîneurs le font. Et ensuite, pour les entraîneurs, c'est time to shine. Le discours des entraîneurs, il doit être clair, concis, précis. Vous n'êtes pas Emmanuel Macron qui peut s'épancher durant 1 heure, là vous avez un temps limité et vous devez aller droit au but. Une autre chose qui est importante de savoir aussi, c'est que pour certains joueurs, c'est la première fois en 45 minutes qu'ils vont entendre leur entraîneur. Parce qu'ils sont à l'autre bout du stade et avec le public, vous n'entendez pas ce que l'entraîneur veut vous dire. Là, c'est la première fois où ils peuvent vraiment se parler. Et là, le discours de l'entraîneur, il peut parler de choses techniques à corriger, de choses tactiques. Un exemple, c'est la finale de la Ligue des Champions 2017 où Zidane dans le vestiaire il dit à ses joueurs, les gars, il faut aligner un petit peu plus de passes, passer un peu plus sur les côtés avec Marcelo et quand on peut, on centre. Parce qu'on sait que quand on centre, ça va fonctionner. Ou alors, en 2018, l'année suivante, les joueurs ils disaient, les gars, on continue le pressing, on sait qu'au bout d'un moment, ça va craquer. On sait aussi que quand eux, ils nous pressent, nous, on est très fort sous pression. Des corrections tactiques. Les corrections tactiques, elles sont aussi apportées par les clips vidéo, ça c'est une nouveauté quasiment dans tous les vestiaires maintenant, que les entraîneurs peuvent montrer à leurs joueurs sur 3-4 minutes de la mi-temps là aussi. C'est vraiment révolutionnaire ça, les joueurs peuvent voir ce qu'ils ont fait durant la mi-temps, voir ce qui n'a pas fonctionné. Par contre, ça c'est important, c'est une étude du Barça qui le montrait, de faire attention à ce qu'on montre. Pas trop montrer des choses négatives chez les joueurs, il faut plutôt des renforçateurs positifs, leur montrer ce qu'ils ont fait bien plutôt que leur montrer tout ce qui n'a pas été, ce qui les coulerait au niveau de leurs émotions, et aussi pas montrer trop de choses positives chez l'adversaire parce qu'ils se diront ouh l'adversaire il est vraiment trop fort. Il faut faire attention avec les renforçateurs à savoir gérer un petit peu les émotions des joueurs, et justement, troisième type de discours, le discours là qui parle vraiment aux émotions, aux sentiments. Un exemple, c'est le discours fantastique de Julien Stéphan, c'était finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, où il y a ces joueurs, je crois, si on marque un but, on va voir le doute dans les yeux des Parisiens, il faut y croire les gars, eux ils n'ont pas l'habitude d'être dans ce type de situation.
un discours vraiment très émouvant qui a vraiment touché ses joueurs. Ici, il ne s'agit pas de technique, de tactique, il s'agit de l'esprit des joueurs. Un discours qui est assez fantastique aussi, que j'aime beaucoup, c'est celui d'Aimé Jacquet contre la Croatie, demi-finale de Coupe du Monde 1998, où vraiment là il va un peu piquer ses joueurs. Et ce discours est aussi très intéressant parce qu'ensuite il y a toute une partie tactique où là il laisse ses joueurs décider. Il a de tellement grands joueurs sous ses ordres qui connaissent le football, il connaît aussi le statut de ces joueurs-là. Il leur dit les gars, vous décidez, soit on se replie en bloc bas, soit on va presser. Et c'est un très bon exemple d'un entraîneur qui connaît son vestiaire. Il sait comment parler au côté émotionnel des joueurs, et ensuite quand il faut parler tactique, il sait où il peut un peu lâcher la bride. Et les discours au niveau émotionnel que nous on apprécie peut-être le plus en tant que spectateur quand on apprend qu'ils ont eu lieu, c'est ces fameuses gueulantes, ces fameuses soufflantes, ces fameux hair dryers à la sœur Alex Ferguson. Mais est-ce que ça marche vraiment? Comment est-ce que ça se passe? L'idée de Ferguson, c'était de défoncer ses joueurs. Quels qu'ils soient, quel que soit leur statut, que ce soit Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo, qui l'a quand même réussi à faire pleurer, ça c'est assez incroyable, leur dire leurs 4 vérités pour susciter une réaction d'orgueil chez eux et ensuite qu'ils soient meilleurs lors de la suite du match. Ryan Giggs, par exemple, il pouvait passer une mi-temps à le critiquer sur une erreur, sur la seule erreur qu'il avait fait de son match, parce qu'il savait que Ryan Giggs, en deuxième période, il serait encore meilleur, parce que c'est un joueur qui avait un orgueil comme ça, auquel vous pouviez vous adresser. Mais il faut quand même dire que ce genre de discours, je ne veux pas dire qu'ils sont plus à la mode, mais il faut quand même être assez précautionneux. Mais peut-être qu'ils sont un peu moins à la mode vu le type de joueur qu'on a actuellement. En fait, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est le concept, je ne sais pas trop bien comment le traduire, on va dire régression à la moyenne. C'est pas parce que vous avez gueulé sur un joueur et qu'il a été meilleur en deuxième période que c'est vraiment grâce à votre discours vindicatif qu'il a été meilleur. Dans beaucoup de cas, ça c'est des études qui l'ont montré en Angleterre, les joueurs ils s'améliorent pas parce que vous leur avez gueulé dessus, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas été bons en première mi-temps, et puis qu'en deuxième mi-temps le niveau se rééquilibre, ils sont juste revenus à leur bon niveau. C'est assez normal, hein, quand vous avez des extrêmes, ils ont tendance à s'équilibrer. On s'est rendu compte en fait que toute cette culture dans le football anglais d'être méchant envers les joueurs, d'être intransigeant, de leur gueuler dessus, de mener par la terreur, en fait, ça n'avait pas forcément les effets escomptés. L'amélioration du côté des joueurs, elle se faisait vraiment grâce à cette régression à la moyenne. Un Mourinho, par exemple, qu'on pourrait voir vraiment comme cette figure intransigeante, autoritaire, ce type de discours-là, ces hair dryers, c'est pas forcément ce qu'il utilise tout le temps. Adebayor racontait que lors d'un match, Ronaldo avait marqué un triplé à la mi-temps, et il a passé la mi-temps à lui gueuler dessus. Mais en règle générale, Mourinho, dans les grands matchs surtout, il est beaucoup plus analytique, beaucoup plus calme. Parce qu'il faut quand même se rappeler, ce que je vous disais en introduction, c'est pas à propos de vous, c'est à propos des joueurs. Comment est-ce que vous allez les aider pour la suite de la mi-temps? C'est une étude aux États-Unis qui a analysé les discours des 2 meilleurs coachs universitaires du pays. Ils se rendaient compte que la majorité, vraiment la très très grande majorité de leurs commentaires, c'était des apportations tactiques, des apportations techniques. Il y avait assez, ou vraiment très très peu, de grandes gueulantes comme ça. C'est par exemple Dominic Torrent, qui est l'ancien adjoint de Pep Guardiola, qui disait « Dans les moments difficiles, dans les moments mauvais, jamais on crie sur les joueurs. Vraiment, c'est pas le but. Dans ces moments-là où on est en train de perdre à la mi-temps, il faut apporter des corrections tactiques, des corrections techniques, il faut donner des outils aux joueurs pour progresser. » Il disait la crédibilité, tu la gagnes en corrigeant et pas en gueulant sur les joueurs quand vous êtes en train de perdre le match. Et même un Ferguson, ça il le savait assez bien, il y a un épisode qui est très célèbre où son Manchester United, il perd à la mi-temps 3-0 contre Tottenham, c'est vraiment la honte. Et au lieu de défoncer ses joueurs comme nous on pourrait s'y attendre à cause de leur performance terrible, il leur dit les gars, en face c'est Tottenham, on met un seul but, ils vont douter. C'est Tottenham, ça a toujours été comme ça, on sait comment il fonctionne, un but et c'est bon pour nous. Et en effet, après ce discours très calme, très rationnel, son équipe elle a gagné 5-3 la partie. Autre exemple, Rafa Benitez, finale de Ligue des Champions 2005, son équipe aussi elle perd 3-0 à la mi-temps contre l'AC Milan. Et là on pourrait s'attendre soit à un discours vraiment hyper méchant contre ses joueurs, hyper dur envers ses joueurs, ou à l'inverse, un discours vraiment rempli d'émotions comme ça, de grandeur, plein de très très spirituel comme ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Benitez, déjà il n'avait pas les capacités de tenir comme ça 15 minutes en anglais à l'époque, ça c'est ses joueurs qui le disent et lui-même aussi le reconnaît. Et il dit, dans cette mi-temps, dans cette causerie, ce qui était vraiment important, c'est pas ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'ils ont fait, ça a été quoi? Un changement tactique,
où ils ont repositionné un joueur au milieu, reconfiguré leur défense, ça leur a permis de mieux amorcer la mi-temps. Puis ensuite, ils ont marqué un but. Donc c'est vrai que ces grands discours, ces grandes soufflantes, ces grandes gueulantes des entraîneurs, il faudrait peut-être un peu relativiser leur importance et leur fréquence aussi. C'est pas seulement ce dont on est en train de se rendre compte actuellement, on est en train de se rendre compte aussi qu'il y a d'autres enjeux, des enjeux physiques, physiologiques, je ne sais pas exactement quel terme choisir, qui ont lieu dans une mi-temps qu'il faut absolument savoir contrôler. Des études, elles ont montré qu'au début de la seconde période, vous avez une baisse cognitive chez les joueurs, une baisse physique aussi, et du coup, vous avez de plus grandes chances de contracter des blessures. Et ça, ce serait dû à la baisse de température dans le corps des joueurs. Ils ont été 15 minutes à pas faire grand-chose, la température, elle baisse, beaucoup plus de risques. Du coup, tout l'enjeu, c'est de contrôler ça et de faire que les joueurs, durant ces 15 minutes à la mi-temps, ils gardent leur température corporelle en faisant des exercices assez tranquilles, c'est une espèce de récupération passive, mais aussi en s'habillant bien, et aussi, ça, je ne m'attendais pas, à manger certains aliments comme la caféine, qui vont faire que sur les premières minutes de la deuxième période, ils vont avoir un petit boost d'énergie comme ça, et non pas une baisse de performance. Ça, c'est une chose qui est encore en train d'être étudiée. Le Barça est en train de mener des études là-dessus, ils ont un peu le leadership là-dessus, mais on ne sait pas encore exactement bien comment on doit faire à la mi-temps pour que les joueurs n'aient pas une baisse de performance subite au début de la deuxième période. Le Barça, ce qu'il préconise quand même dans une étude, c'est de réserver les 4 dernières minutes de la mi-temps à un rééchauffement, remettre le corps des joueurs en température. Mais ça fait que ça vous enlève vraiment du temps en tant qu'entraîneur. Si les 4 premières minutes, vous intervenez pas dans le vestiaire parce que les joueurs doivent vraiment décompresser, si les 4 dernières minutes, là non plus, vous n'intervenez pas, parce que les joueurs doivent se réchauffer, vous avez seulement 7 minutes pour parler aux joueurs et c'est vraiment très très peu de temps pour corriger des choses, pour leur montrer des clips, pour entendre ce qu'ils ont à vous dire. Et là aussi, on se rend compte qu'il faut vraiment être très très bon en tant qu'entraîneur, il faut savoir improviser, il faut avoir comme ça un temps de réaction, il faut avoir la répartie parfois pour gérer bien ses discours à la mi-temps. C'est vraiment tout un art au final, ça paraît comme ça, comme pas grand chose, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses à propos de ces 15 minutes fondamentales dans un match de football. En tant que téléspectateur, nous, on part se ravitailler, on déconnecte complètement, mais dans les profondeurs des stats, il y a vraiment des choses qui se jouent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, et nous on se retrouve, comme d'habitude, dans une semaine, dimanche 10h. Allez, à toutes!